Alors, j'ai un certain nombre d'anecdotes que j'aimerais partager avec vous, et surtout dans le contexte de ce que nous a présenté Marie-Hélène. Et puis, il y a bien entendu une exposition aussi qui vous sera présentée en mai et qui s'appelle Réenchanter le monde. Et je veux bien entendu remercier Marie-Hélène de m'avoir fait participer à cette conversation. Je trouve que c'est incroyable que elle, aux côtés d'un certain nombre de personnes qui travaillent ici à la Cité, que ces personnes aient organisé une collection de voix émanant de différents horizons et de différents sites géographiques. Et dans mon cas, il s'agit, je crois, d'un environnement très particulier, cette géographie du conflit entre Tijuana et les États-Unis, entre l'Amérique latine et les États-Unis. C'est là que s'ancre ma pratique en tant qu'architecte. Donc, merci Marie-Hélène de m'avoir associée à ces débats, à ces conversations. Alors, ce soir, je vais vous parler de ce qui m'occupe l'esprit depuis un certain nombre d'années déjà. C'est la notion de l'imagination collective. Où se trouve notre imagination collective? Où se trouve-t-elle aujourd'hui? Et en ce sens, je vais vous présenter un certain nombre d'anecdotes et d'histoires ce soir dans le contexte de la transformation de ma propre pratique en tant qu'architecte, parce que je travaille avec ces géographies du conflit, comme je les appelle. Je parle dans le contexte des États-Unis. Je suis sûre que le contexte n'est pas très différent néanmoins, mais en tout cas, moi, c'est dans une réalité bien particulière que je travaille aux États-Unis. Une réalité qui n'est peut-être pas si différente que cela. Peut-être y a-t-il eu des évolutions politiques similaires ici aussi. Je crois qu'on les connaît de par le monde dans pratiquement toutes les villes aujourd'hui. Mais c'est bien à ce contexte que je fais référence. Il est tout à fait clair aujourd'hui, tout à fait évident que l'explosion de l'urbanisation au cours de ces dernières années de croissance économique. Merci Marie-Hélène, je crois que je suis très contente que vous m'ayez fait signe pour que cela occupe tout l'écran. Alors, l'explosion de l'urbanisme ou de l'urbanisation au cours de ces dernières années de forte croissance économique ont également créé de manière simultanée une marginalisation terrible qui a eu pour résultat, bien sûr, une véritable explosion des bidonvilles que l'on retrouve dans un certain nombre de grandes villes capitales de par le monde. Et en fait, c'est justement cette inégalité sur le plan socio-économique, cette asymétrie urbaine, c'est souvent mon point de départ d'ailleurs, qui me semble être à l'origine de ce que j'appellerais aujourd'hui la crise urbaine. Souvent, je commence par là, et je le dis. Certes, nous assistons à une crise économique. Certes, la crise est de nature écologique. Mais j'aime souvent dire, en premier lieu, qu'il s'agit surtout d'une crise culturelle à laquelle nous sommes confrontés. Une crise des institutions. Des institutions qui ne sont pas en mesure d'imaginer comment nous allons pouvoir continuer de croître et les façons complètement insensées dont nous avons continué de croître. Et il faut savoir que nous sommes au sein d'une urbanisation qui est égoïste et qui est très gourmande en ressources, et notamment en hydrocarbures. C'est une sorte d'urbanisation qui est devenue non pérenne, qui n'a plus de durabilité. C'est un véritable problème. C'est un problème qui est inévitable, mais il est inévitable de s'affronter, de se confronter à ce problème. Mais ce problème n'est pas seulement celui que j'ai dépeint, mais ce qui est important aussi, c'est la façon dont nous pensons en tant qu'institution à la résolution possible de ce problème. Quelles sont les politiques qui sont à l'œuvre? Eh bien, les écologistes ont essayé de parler un petit peu de développement durable, mais tout en parlant de pérennité, ils ne mettent pas en cause la politique de la croissance urbaine qui n'a plus de pérennité aujourd'hui, qui n'est plus durable. Donc, il y a effectivement l'économie et la politique qui ont partie liées et qui ont lié et qui ont mené à la crise d'aujourd'hui, du sud de la Californie à New York, en passant par Dubaï et d'autres villes. La ville mondiale est maintenant l'espace privilégié d'urbanisation, mais tourné vers la consommation essentiellement. Et je crois que c'est ce qui met sous nos yeux la question essentielle. De quoi retourne-t-il? À quoi va ressembler l'avenir? Je pense souvent que l'avenir, aujourd'hui, dans de nombreuses villes, dépend moins des bâtiments et beaucoup plus de la réorganisation fondamentale des relations socio-économiques. C'est bien de cela dont il s'agit et qui va transformer la ville. Il y a des
idées, des impératifs qui vont permettre cet avenir en ce qui concerne l'urbanisation et l'architecture. Ces idées novatrices ne viendront pas des sites où siège la puissance et le pouvoir économique, mais beaucoup plus les zones où il y a précarité, où il y a une inégalité sur le plan économique et social. Et cette notion d'inégalité, aujourd'hui, je crois, doit être au cœur de notre débat. C'est par là qu'il faut commencer n'importe quelle conversation, qu'il s'agisse des pratiques elles-mêmes ou alors des institutions ou des lieux d'apprentissage. C'est une notion qui a été tout à fait importante ces dernières années parce que les ressources se sont raréfiées. Il y a une véritable pénurie désormais de ces ressources. Je lisais il y a quelques semaines que les gens s'étaient réunis à Davos. Il y avait 80 personnes qui avaient entre les mains autant de ressources que 3 milliards de personnes réunies. Donc on voit cette asymétrie extraordinaire, cette consolidation de la puissance économique qui se retrouve entre les mains de quelques-uns seulement. Je crois que c'est ce qui est au cœur de notre conversation aujourd'hui. Alors j'aimerais vous parler du travail d'Emmanuel Saez et de Thomas Piketty, qui sont deux économistes français qui enseignent d'ailleurs à l'université de Berkeley. Il fait partie également du système des universités où j'enseigne en Californie du Sud. Ils ont justement parlé de l'inégalité américaine. Ils ont parlé, ils se sont exprimés, et d'ailleurs très souvent en tant qu'architecte et en tant que chercheur, j'essaie de visualiser la crise. Ce qui m'intéresse, c'est les images politiques, les images qui vous parlent, des images qui permettent d'avoir accès, en fait, à des conditions très complexes, des sortes de métaphores. Alors, les économistes ont travaillé, très bien travaillé, pour pouvoir comprendre ce qui a produit la crise aux États-Unis. Et il y a, là, on le voit, deux courbes qui évoluent dans le temps et dans l'espace. Il y a deux pics, à gauche et à droite, et on voit une sorte de vallée au cœur de cette courbe. Et on voit que c'est presque une image en miroir que l'on retrouve en bas. Eh bien, on voit cette ligne temporelle qui évolue de 1926 jusqu'à 2006, c'est-à-dire les deux pics que l'on constate. Dans l'histoire des États-Unis, c'est à ces moments-là que l'on a retrouvé les plus grandes différences sur le plan économique, sur le plan des revenus et sur le plan social. N'importe quel économiste aux États-Unis vous dirait que la récession économique d'aujourd'hui est tout à fait similaire à la Grande Dépression de 1928. Il ferait le parallèle. Il y a eu 2008, un événement encore plus dramatique aux États-Unis, même si c'est moins visible à la surface. Donc, une recherche a été faite par ces deux économistes français et qui a ajouté, ils ont ajouté la courbe du bas. Il est clair que nous trouvons en miroir une évolution aux États-Unis. C'est là où on trouve de moins en moins d'imposition sur les secteurs les plus riches de l'économie. Donc, et on voit effectivement on peut visualiser la crise de cette manière. On voit que les institutions ne se sont pas montrées responsables, n'ont rien fait pour régler les problèmes et les différences socio-économiques. On voit apparaître très clairement l'hypocrisie de cette économie et de la richesse qui doit bénéficier à tous et qui doit descendre jusqu'à la base. On voit que c'est le contraire, puisque justement l'imposition de l'impôt ne se fait pas de manière égalitaire. Donc, on voit là toute la mythologie du rêve américain. Donc ça paraît tout à fait clair. Alors, cependant, j'ai l'impression que personne ne parle de la vallée. Tout le monde parle effectivement de ces pics et de ces abîmes, peut-être, correspondants, mais on ne parle pas de ce qui se passe entre les deux. Nous avons eu une conversation pour essayer de retracer l'histoire, ce qui s'est passé après la Grande Dépression aux États-Unis. Que s'est-il passé? Il faut savoir qu'entre la fin des années 1920 et juste après la Grande Dépression, les pouvoirs publics aux États-Unis, les milieux universitaires, les différentes fondations philanthropiques, etc., ont essayé d'investir dans le public. Il y a la Bill of Rights qui est apparue, de même que le New Deal, la politique du New Deal, et qui a ouvert une construction tout à fait nouvelle, tout à fait novatrice des pouvoirs publics voulant investir, par exemple, dans des programmes tels que le WPA. Il s'agit d'un programme public dont certains n'ont peut-être pas entendu parler. Vous ne connaissez peut-être pas cette historique,
mais cela veut dire Works Progress Administration, administration des progrès des travaux publics. Bon, il faut savoir que on avait besoin d'investissements dans les infrastructures publiques, c'est de cela dont il s'agit. On avait besoin d'investir dans le logement social, dans les parcs sociaux, dans la santé, dans tout ce qui était infrastructure. Le mot public n'était pas un tabou. Aujourd'hui, au contraire, c'est devenu tabou. On ne l'utilise plus aujourd'hui. Alors, au début, je pensais que Obama allait être notre nouvelle FDR et j'ai bien compris que dans le monde d'aujourd'hui, plus particulièrement aux États-Unis, mais c'est vrai également en Europe, on l'a vu en Grèce, on l'a vu en Espagne, on l'a vu en bien d'autres lieux aussi en Europe, l'État-providence aujourd'hui est désormais appartient au passé. La question s'ouvre de nouveau. Où se trouve le public? Où est la dimension publique aujourd'hui? On ne peut pas imaginer qu'on va lancer des initiatives publiques qui partent du sommet pour aller vers le bas. Alors, ce qui est important, c'est que cette politique, on peut s'inspirer de ce qui se passe dans la zone frontalière où je travaille actuellement. Il faut comprendre la spécificité de la dimension politique qui s'inscrit dans cette zone frontalière, dans cet environnement bien particulier. Ce qui est important, c'est de parler de l'économie politique de la division entre ces deux villes. Et cette division qui se matérialise bel et bien par un mur. C'est un mur frontalier, un mur qui, en fait, transforme San Diego dans la plus grande gated community au monde. Et j'aimerais également vous dresser un élément de contexte ici. Ce mur est tout à fait emblématique de l'institution de la planification et de politique qui continue à perpétuer une politique de la peur qui est alimentée par la segmentation, par la fragmentation des communautés et des juridictions sur ces territoires. Il n'y a aucun autre endroit au monde où on trouve une juxtaposition à la fois d'un parc immobilier extrêmement riche, comme on le trouve à San Diego, et c'est à 20 minutes seulement de certains des bidonvilles les plus pauvres d'Amérique latine que l'on trouve à Tijuana. Donc il y a vraiment la richesse et la pauvreté atroce qui se côtoient. Et c'est reproduit dans de très nombreuses villes, y compris à Paris. D'ailleurs, je crois qu'il y a ces contrastes très, très forts entre la pauvreté et la richesse. Et il faut savoir que ces conditions, bien entendu, sont encore plus dramatiques dans cet environnement particulier. Donc, c'est un territoire frontière qu'il faut pouvoir explorer pour essayer de comprendre ce que j'appellerais les pratiques sociales de l'adaptation entre les mains des immigrants et de nombreuses communautés qui se trouvent dans les quartiers qui jouxtent justement ce mur frontalier. Il va falloir traduire un certain nombre de ces pratiques qui sont quotidiennes et que l'on retrouve dans ces communautés qui jouxtent le mur pour essayer d'imaginer d'autres façons de construire la ville et de construire aussi la citoyenneté. Voilà ce que j'ai présent à l'esprit, non seulement pour les États-Unis, mais également en Europe, où on est de plus en plus xénophobe, où on rejette de plus en plus les immigrants, où on soutient les politiques qui vont à l'encontre des avantages des immigrants. Et moi, j'ai ma propre perspective à San Diego. L'important, c'est de pouvoir renforcer la citoyenneté. La citoyenneté, non pas comme un droit à ce qu'on vous laisse tranquille ou un droit à avoir des documents et faire en sorte qu'on appartienne à l'État-nation, mais plutôt la citoyenneté comme un acte créatif. Il faut une réorganisation des protocoles institutionnels pour cela. Et il faut bien entendu que les espaces de la ville soient repensés. Donc, j'ai travaillé en tant que chercheur social, et il y a un certain nombre d'anecdotes et d'histoires, d'adaptation, de réutilisation, d'altération du tissu urbain par les délinquants ou par des jeunes adolescents dans le sud de la Californie qui pourraient servir d'exemple. Alors voilà une représentation cartographique que j'aime bien utiliser. J'utilise beaucoup en tant qu'outil politique des photos, des cartographies ou des schémas pour bien mettre mon propos en exergue. Alors là, on voit effectivement où se trouvent les villes et on voit où se trouve l'espace non utilisé. On voit comme une espèce d'archipel de fragmentation. On voit des éléments qui ne sont pas liés les uns aux autres. Donc, il y a du vide entre les plans. Et il y a un certain nombre de politiques d'aménagement du territoire qui sont mises en exergue, mais pas toujours de façon très cohérente. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà allé en Californie, mais ça, c'est un environnement typique que je vous présente, où vous avez des infrastructures d'autoroutes qui entrent en collision
avec les quartiers. Et puis, il y a bien entendu des espaces laissés vacants entre eux. Alors, j'aimerais maintenant vous parler de l'histoire d'un groupe de jeunes. On va parler d'une approche conceptuelle différente en matière de construction de celle qui est ma propre pratique. J'habite justement à côté de ce quartier et j'ai eu la chance d'avoir été témoin de ces moments où un groupe de jeunes s'est approprié l'espace. Ils avaient envie d'un parc où aller faire du skating et un soir, ils ont décidé de s'organiser. Ils sont allés chez Home Depot, c'est-à-dire ils sont allés dans une papeterie, de bureau, une sorte de bricorama pour s'acheter des pelles, pour s'acheter des pioches, pour envahir cet espace qui se trouvait vide, inutilisé, justement l'espace typique que l'on retrouve sous une bretelle d'autoroute. Ils ont commencé à creuser, ils ont commencé à construire leur propre parc pour le skateboard. 2 semaines plus tard, la police est arrivée, les a arrêtés. Et évidemment, c'était illégal ce qu'ils faisaient. Voilà la forme de la parcelle ou du territoire sur lequel la municipalité, les autorités de la ville m'ont donné en fait une responsabilité d'intervenir lorsque je m'y suis rendue. Mais en tout cas, à l'époque, les jeunes n'étaient pas contents d'avoir été pris sur le fait. Ils ont essayé de s'organiser pour pouvoir s'approprier l'espace et ils ont essayé donc d'entrer en opposition avec les autorités de la ville pour pouvoir vraiment utiliser cet espace pour qu'il devienne un espace public. Mes collègues dans mon propre domaine, mes étudiants, ne m'en avaient pas nécessairement parlé au début, mais ce qu'ils ont essayé de faire, les jeunes, c'est de comprendre la spécificité de la juridiction politique. Qui était responsable de quelle partie du territoire? Une cartographie a été dressée. Donc, j'ai commencé à discuter avec ces jeunes, des jeunes qui m'ont dit qu'ils avaient mené l'enquête et ils se sont dit qu'ils avaient beaucoup de chance, finalement, parce qu'ils n'avaient pas commencé à creuser sur le territoire de Caltrans. Caltrans, c'est le maître d'œuvre qui s'occupe de l'autoroute et ça aurait été très difficile de négocier avec eux. Alors, ils ont dit qu'ils avaient eu beaucoup de chance parce qu'en fait, ils avaient commencé à creuser dans un lieu où il y avait plusieurs personnes qui avaient autorité. Il y avait les autorités portuaires, il y avait certains arrondissements qui étaient responsables de cette zone. Donc, vous voyez ici toutes les lignes en rouge qui vous indiquent que toutes les démarcations du territoire administré de façon complètement invisible par différentes entités et différentes administrations. Mais on ne le voit pas, cela, bien sûr. Donc, c'est armé de cette connaissance, c'est en sachant qui étaient les parties prenantes dans cet environnement et qui avaient responsabilité et où, que ces jeunes ont décidé d'aller voir, en tant que skaters, les responsables de la ville. Ils ont discuté avec les autorités de la ville, avec le conseil municipal. Ils ont défendu leur affaire. On leur a dit que pour pouvoir poursuivre le processus de négociation, il fallait qu'ils se transforment en ONG. Bien entendu, ils ne savaient pas ce que c'était qu'une ONG à l'époque, donc ils ont dû en discuter avec des skateboarders des Seattle parce qu'en fait, ils étaient sur des problématiques un petit peu communes. Il y a eu un transfert de connaissances. C'est une partie importante de l'histoire. Bon, les jeunes ont compris qu'il fallait qu'ils se réorganisent de manière encore plus approfondie, qu'ils fassent de la levée de fonds, qu'ils commencent à contacter différentes parties prenantes. Par exemple, un juriste, il fallait qu'ils aient un budget, que le budget soit conforme, qu'ils comprennent les différents permis qui devaient leur être délivrés pour pouvoir s'approprier cet espace. Ils ont commencé à comprendre qu'il y avait cette fragmentation des politiques, la fragmentation de l'économie entre les mains de différentes instances de la municipalité. Ils ont commencé donc à réviser la définition très étrange de ce qu'est un espace public par les autorités de la ville. Donc, on a une idée un peu indifférenciée d'un espace non utilisé, un espace public, et ça n'était pas très précis. Donc, ils ont redonné du sens. Ils ont compris qu'il fallait qu'ils proposent quelque chose de différent, de nouveau en matière d'usage du foncier et de l'espace public. C'est une longue histoire. Je ne veux pas vous ennuyer, ce serait trop fastidieux, mais ce que j'essaie de vous dire en synthèse, c'est que ces jeunes ont présenté un argumentaire tellement convaincant, ils ont trouvé les preuves à l'appui, ils ont réussi à retrouver toutes ces connaissances, à les tisser en quelque chose de très convaincant et les autorités de l'État, enfin de la ville plutôt, ont été de leur côté. Ils ont transformé finalement un espace qui était public en semi-privé et ils ont pu mettre en place un skatepark. Alors certains diront que c'est une anecdote qui est banale, qui est superficielle. Pour moi, c'était au contraire un récit
tout à fait éclairant avec toutes sortes de concepts qui alimentent ma pratique au jour le jour. Tout d'abord, j'aimerais dire que le conflit est un outil créatif. Ce qui a vraiment déclenché la mobilisation d'un processus pour ce groupe, c'était justement d'exposer le conflit sur ce site bien particulier, de pouvoir visualiser un processus. Les jeunes se sont rassemblés en tant que communauté. Il y a eu, grâce à ce conflit finalement, autour de ce conflit, des architectes comme moi ou les gens qui s'intéressent beaucoup aux pratiques de proximité, aux pratiques sociales, ont tendance à utiliser le terme de communauté ou de collectivité, mais pas toujours à bon escient. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de problématiser le sens même de la collectivité ou de la communauté. La communauté qui peut être une somme d'affinités, d'intérêts communs, mais là, il y avait un sentiment d'urgence. Dans un lieu où les conditions dramatiques, des inégalités, par exemple, peuvent vraiment déclencher des pratiques qui sont à même de résoudre des problèmes et qui vont dans le sens d'une transgression, bien sûr, des recettes traditionnelles politiques et économiques imposées d'en haut. Donc, on est parti de la base pour aller au sommet plutôt que le contraire. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que je ne m'occupe que des politiques qui viennent d'en haut et qui vont vers la base. C'est le contraire. Je suis comme les jeunes. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est l'acte informel de la transgression. Il peut y avoir effectivement une ONG qui vient de la base et qui peut, au contraire, transformer des réglementations qui sont normalement imposées d'en haut et qui les alimentent. Donc, c'est intéressant ce qui se passe de la base vers le sommet et ce qui va du sommet pour aller vers la base. Il y a une interaction entre les deux. Ces jeunes, je crois, ont été tout à fait essentiels pour repenser, refaçonner l'espace public. Ils ont décidé non seulement de ce que devait être l'aspect physique du lieu qu'ils voulaient s'approprier, mais ils ont également eu une influence sur le protocole, sur les points d'accès, sur les accords qui devaient être passés entre les différentes parties prenantes. Donc, ce sont des idées qui se sont défilées en simultané. Un processus qui a formé une sorte de système esthétique, pourrait-on dire, mais également un protocole politique et socio-économique qui fondait les conditions de la gestion, qui pouvait s'assurer de la bonne gestion et de l'inclusion de cet endroit, de ce lieu. C'est quelque chose qui était absent jusque-là dans la pensée de l'architecture. Donc, il faut bien entendu penser à la fois le physique et le social simultanément. Alors, la question fondamentale que posaient ces jeunes dans ce processus, c'est à qui appartient ce territoire au début du processus et qui possède les ressources. Il s'agit là de deux questions qui sont tout à fait fondamentales et qui, bien entendu, nous ont donné des idées novatrices en matière d'engagement, d'utilisation de l'espace et d'appropriation de cet espace. Donc, il faut pouvoir comprendre quelles sont les contraintes politiques et socio-économiques. Quelles sont, en fait, il y a Nicolas Bourriaud et d'autres qui ont parlé de cela. En France, on parle des relations avec les aspects esthétiques. Ça semble déjà obsolète ou passé pour un certain nombre d'artistes. Et pour moi, ça a été au contraire très fondamental pour ma réflexion. Quel est l'impact des gens? Quel est l'impact de l'humain dans le refaçonnage, dans le fait de réimaginer l'espace, de réorganiser l'espace? Souvent, les architectes pensent que c'est l'architecture qui organise les systèmes sociaux ou qui conditionne les comportements. C'est bel et bien le cas. Mais je crois qu'il y a quelque chose à propos des relations sociales et des économies politiques qui s'y trouvent, qui peut nous inspirer à réorganiser nos propres pratiques en tant qu'architecte. Et c'est ce qui était tout à fait essentiel pour mon étude du territoire frontalier entre Tijuana et la Californie. Il y a San Diego. J'ai essayé de voir quels étaient les flux transfrontaliers. D'abord, le flux qui venait du nord vers le sud, les immigrants qui transformaient la ville de cette façon. Et puis, on voit, dans l'autre sens, un flux de déchets, de matériaux recyclés qui vont dans l'autre sens, c'est-à-dire du nord vers le sud. Donc, deux flux contraires. Tijuana commence à importer un certain nombre de fragments d'infrastructures dont on n'avait plus besoin au nord. Il s'agit là de fragments de maisons, des pavillons, des maisons transportables, des maisons ou des bungalows qui avaient été construits dans la première phase de l'après-guerre, dans la fin des années 40, début des années 50. C'était des bungalows qu'on commençait à démolir, les promoteurs immobiliers n'en ayant plus besoin puisqu'ils avaient besoin de l'espace pour pouvoir construire. Ils voulaient bien entendu construire des choses un petit peu plus solides, un peu plus modernes. Donc il s'agit de lieux de résidence qui sont en train de traverser la frontière. Il n'y a pas que des gens qui traversent
cette frontière de Tijuana pour aller à San Diego, mais il y a des infrastructures entières qui se déplacent, des maisons entières qui se déplacent de part et d'autre de la frontière. Et voilà ce que ça donne de l'autre côté de la frontière. Ces maisons se retrouvent sur des colonnes d'acier, sur des structures en acier. Il s'agissait de maisons qui étaient de plein pied et qui se retrouvent constituer l'étage supérieur de ces unités d'habitation. Donc, il y a des opposés qui se mêlent. Et Tijuana offre un système très dynamique de programmes d'urbanisation, d'usage, de nouveaux usages urbains. Il n'y a pas d'ailleurs que des maisons qui traversent la frontière, mais également d'autres déchets ou d'autres objets qui sont recyclés. Je suis sûre que vous savez qu'on utilise dans des bidonvilles des pneus pour construire des murs de soutènement. Mais regarde ce que les gens ont fait dans des conditions d'urgence sur le plan socio-économique. Ils ont trouvé le moyen d'éplucher littéralement ces pneus. Ensuite, ils ont fait des bandes de caoutchouc dont ils ont fait des boucles pour construire des murs de soutènement beaucoup plus stables et encore beaucoup plus solides. Alors, effectivement, on aurait tendance à vouloir romantiser un petit peu trop la pauvreté. C'est pas ce que j'essaie de faire, mais simplement, il y a une intelligence créative que l'on peut retrouver dans ces situations d'urgence. C'est tout ce que j'essaie de faire aujourd'hui. Et ça, c'était tout à fait fondamental pour moi pour essayer de recomprendre, de mieux interpréter ces pratiques. Il y a également des portes de garage qui ont traversé la frontière de San Diego à Tijuana pour construire des maisons en urgence dans ces bidonvilles. Imaginez, par exemple, des portes de garage, des vieilles maisons de San Diego qui deviennent de nouvelles entrées, de nouvelles portes d'entrée de ces bidonvilles informels. Il s'agit de bricolage, il s'agit de faire des maisons de briques et de broc, et c'est fantastique de voir cette intelligence créative à l'œuvre. Mais je dois me rappeler sans cesse que nous avons besoin de problématiser un peu plus ces images. Ça n'est pas juste l'aspect séduction, l'esthétique de ce que l'on voit aujourd'hui. Ce qui est important, c'est de confronter les images au processus, aux procédures. On assiste souvent à la problématisation du contexte, d'où proviennent ces images. Et donc, j'ai voulu m'intéresser moi-même à ce domaine. Je voulais également voir qui étaient ces architectes qui étaient justement dans ce secteur informel. Et j'ai compris que l'informel, ce n'est pas qu'une catégorie d'esthétique. Non, en fait, c'est une pratique. L'informel est une pratique. C'est une série de procédures. C'est un ensemble de procédures qui doivent être interprétées. Et donc, j'ai commencé à découvrir que dans le contexte de ces bidonvilles, notamment à Tijuana, eh bien, il y a justement cette idée d'économie du déchet. Donc, ce n'est pas du bricolage juste pour faire des patchwork. Non, mais il y a vraiment une économie d'échelle qui a lieu. Et la plupart des projets auxquels j'ai pris part dans ce contexte et que j'ai témoigné dans ce contexte, eh bien, c'était avoir visuellement ce que voulaient dire ces images et également contextualiser ces différentes procédures. Dans le contexte de Tijuana, j'avais envie vraiment de voir ce conflit entre logement et usine. Alors, je prends un petit peu de temps pour expliquer cela parce que c'est peut-être la première fois pour certains d'entre vous que vous êtes confrontés à cette géographie, à cet environnement. Mais il faut savoir que Tijuana est la capitale de la télévision au monde. C'est-à-dire que Tijuana est l'un de ces paradis fiscaux pour les grandes entreprises qui veulent avoir une main-d'œuvre peu onéreuse sans avoir à payer beaucoup d'impôts. C'est en fait beaucoup de zones franches. Donc il faut savoir qu'à Tijuana, il y a énormément d'usines. Et donc j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait énormément d'usines qui en fait viennent s'installer à côté de ces bidonvilles. Comme ça, ils ont énormément de pain d'œuvre qui est à côté. Donc, au lieu d'aller voir ces bidonvilles comme un architecte pour justement mettre en place des logements, je me suis dit qu'il fallait peut-être essayer d'avoir une autre approche en tant que professionnel. Peut-être que le fait de construire des maisons, ce n'est pas une solution au problème. Parce que si on construit des maisons, on ne construit pas forcément une communauté. Et donc, on n'était pas en train de mettre en place ces institutions
qui justement allaient et aider ces différentes personnes à avoir une communauté. Et donc, je suis allée voir ces usines et je me suis dit, c'est là que nous allons devoir intervenir. Alors, voici une usine d'une maquiladora espagnole qui, en fait, eh bien, construit ces palettes qui sont ensuite exportées partout dans le monde. Donc, ils ont vraiment un système de construction qui est très complexe. Donc, voilà ce qu'on leur a proposé. On leur dit, voilà, il faut, comme l'usine utilise cette main-d'œuvre peu onéreuse, est-ce que l'usine peut, eh bien, quelque part rétribuer ces communautés de travailleurs et donc avoir justement, eh bien, une sorte de politique de service pour que justement cette communauté de personnes qui travaillent dans ces usines, eh bien, puisse, elle, être rétribuée. Et donc, en tant qu'architecte, eh bien, je suis allée voir l'administration de ces usines et leur dire, voilà, on va juste altérer, on va simplement altérer, reconfigurer leur système pour produire une variété de constructions, comme par exemple avec ces cadres qui n'ont pas besoin de soudure. Et là encore, on utilise les produits qui sont eh bien, construits par l'usine et pour ensuite faire ces cadres qui sont ensuite injectés de manière homéopathique dans les bidonvilles pour construire des infrastructures d'eau par exemple et de logement. Donc ici, il y a vraiment cette idée de micro-infrastructure, une architecture qui est ensuite assemblée un petit peu comme au sein du bidonville et qui donc ensuite entre dans la dynamique temporelle. Donc une infrastructure qui ensuite peut évoluer, qui peut être modulée. Donc voici les cadres dont je vous parle. Ces cadres eh bien, sont ensuite utilisés comme des mécanismes de charnière qui ensuite accueillent justement eh bien, les palettes, les pneus, les portes de garage qui deviennent ensuite des nouveaux systèmes de logement et qui ensuite eh bien, deviennent eh bien, ces échafaudages modulables qui deviennent des logements. Donc si je vous avais montré seulement ces images sans vous expliquer le contexte de ce qui se passe, eh bien il serait très difficile d'imaginer qu'il serait possible d'avoir ce genre de procédure. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est essayer de comprendre comment on peut utiliser la réalité de cet environnement. Parfois, les institutions, les architectes ont envie d'avoir une nouvelle idée, c'est-à-dire essayer de construire ailleurs et faire abstraction de cet environnement qui fait partie de la réalité. Donc moi, ce que j'essaie de dire avec ce projet, c'est qu'on avait besoin de penser à l'infrastructure, bien sûr, une infrastructure à petite échelle, mais surtout qu'il fallait penser à un système qui allait pouvoir être modulé, qui allait pouvoir se transformer. Nous avons été des médiateurs entre différentes institutions. On a voulu présenter un modèle où l'usine, la municipalité, les militants eh bien, pouvaient eh bien, avoir un même engagement et avoir une même performance. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la transparence spatiale socio-économique qui est vraiment à l'œuvre dans cet environnement. Donc voilà une image qui, pour moi, a été vraiment très importante pour essayer de faire passer le message. Cette vidéo que je suis sûre vous avez déjà vue, mais c'est justement dans un de ces bidonvilles à Bangkok où on voit ce train qui passe vraiment au milieu, qui se ferait un chemin au milieu des bidonvilles. Je ne suis pas en train de dire que nous devons reproduire cette relation, mais c'est que lorsque le train passe, eh bien, on voit que le marché eh bien, rétrocède et puis ensuite, ce marché eh bien, ressort ses étals. Donc, il y a cette idée de transformabilité, le fait de pouvoir négocier l'espace, le temps, les frontières et les ressources de manière simultanée. C'est pas ce que nous faisons en tant qu'architectes, c'est pas ce que font les institutions d'urbanisation dans les villes non plus. Alors, je ne suis pas en train de dire que nous devons reproduire ce schéma, mais je pense que nous devons apprendre beaucoup de cette intelligence pour essayer de repenser l'espace public et pour que cet espace public eh bien, devienne un système différentiel qui soit en fait comme un médiateur entre ces différentes dynamiques temporelles. C'est vraiment justement ces différentes dynamiques qu'il faut prendre en compte et qui va nous permettre eh bien, de mettre en place une inclusion
l'inclusion sociale et faire en sorte que l'espace public soit plus flexible. Donc il faut pouvoir justement négocier justement ces ressources qui proviennent d'en haut et puis cette intelligence qui vient de la base. Parce que ces personnes, ces communautés, bien sûr, ont des idées, mais ils ont besoin d'un support, d'un soutien qui vient des institutions. Donc il ne faut pas que ce soit imposé par le haut. Il faut que les institutions apprennent des communautés de la base. Il faut que les institutions prennent part à ce renouveau. Donc, voilà ce que je voulais vous dire justement de ces flux du nord vers le sud. Maintenant, pour ce qui est du sud vers le nord, j'aimerais justement vous parler de l'impact des immigrés. J'aimerais que nous repensions justement le rôle des immigrés dans justement le renouveau urbain. J'aime bien justement j'aimerais bien justement vous donner là encore une anecdote. Il s'agit du Bouddha non conforme. Donc là, vous voyez ce que j'appelle la carte politique. Donc là, vous voyez une carte qui montre les deux politique d'occupation des sols à San Diego et à Tijuana. Donc là, on voit la frontière la plus utilisée du monde, mais ces deux villes, ne comprennent pas, ne communiquent pas sur leur stratégie d'occupation des sols. Donc là, au nord, on voit justement ces grands espaces avec des couleurs. Donc on a justement des communautés, des centres commerciaux, et on voit très bien cette séparation, cette division à grande échelle d'occupation des sols. Et puis, au sud, on voit cette pixelisation des couleurs. On voit justement tous ces petits points de couleurs qui sont utilisés de manière beaucoup plus alternative. Et donc, moi, j'appelle cela ces confettis. Et je dis que justement, ces confettis d'utilisation alternative commencent à s'immiscer dans justement ces grands pans de couleurs en Californie du Sud. Et là, c'est une image qui m'a permis de parler aux militants là où je suis présent, aux politiques, aux hommes politiques, etc. Et je trouve que ces images permettent d'avoir accès à cette réalité. L'avenir du sud de la Californie dépend de justement cette cohabitation entre la grande échelle et la petite échelle. Parce que lorsque le confetti arrive justement dans le sud de la Californie, elle se dépose dans ces quartiers d'immigrés et cela produit des altérations très tangibles. Par exemple, une famille d'immigrés qui construit une annexe à leur maison ou alors rajoute ou greffe une nouvelle chambre. Et justement, il faut que nous soyons attentifs à cela, parce que souvent, dans le contexte, celui des États-Unis, on rejette les immigrés, alors que ces immigrés, ces communautés d'immigrés, nous présentent et nous donnent accès à un meilleur avenir. Je pense que l'ADN, pour repenser l'occupation des sols, pour que celui-ci soit plus durable, peut être trouvé dans ces quartiers d'immigrés. Et donc, là encore, une anecdote, tout comme le skatepark, le Bouddha informel. Il s'agit là d'une histoire d'un temple bouddhiste. Il s'agissait en fait une petite maison qui n'est pas allée vers Tijuana, mais qui est restée dans ce quartier, qui a été transformé par un groupe de bouddhistes et qui l'ont transformé, cette maison, en temple bouddhiste. Donc, il faut non seulement comprendre l'impact de cette densité informelle, de cette économie informelle, de ce que j'appelle ces dynamiques temporelles, mais il faut également comprendre la représentation politique que l'on trouve dans ces communautés. Ce temple bouddhiste devient en fait l'agence qui permet la participation de la communauté, qui permet de tisser ce tissu urbain, qui permet ces énergies entrepreneuriales de prendre forme, qui donne lieu à ces processus culturels, qui permet de rendre visibles toutes ces procédures.
Donc, il y a ces agences d'intermédiation qui permettent l'interface entre institutions et communautés. Cela fait partie de cette histoire du bouddhisme. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'en tant qu'architecte, je veux amplifier le rôle du concept, non seulement du concept d'objet, mais également le concept de protocole, d'interface, ou comme l'a dit Stan Allen, théoricien urbaniste très connu, on ne s'intéresse pas aux choses, mais à l'interface entre les choses. C'est de cela dont nous devons parler. Et c'est justement de cette relation dont je parle et qui nous permettrait de développer un nouveau langage institutionnel. Et donc, grâce à ces procédures, je me suis dit que nous devions repenser le sens d'un grand nombre de termes, de concepts que nous avons tendance à utiliser et de manière non responsable. Qu'est-ce que la densité? Qu'est-ce que l'utilisation mixte? Qu'est-ce que le logement? Qu'est-ce que l'infrastructure aujourd'hui? Il faut repenser les méthodes que nous utilisons pour quantifier ces concepts. Donc, un des défis, c'est de repenser la densité. Pourquoi? Pour un grand nombre d'institutions, d'ailleurs, si je devais vous demander à vous, qu'est-ce que la densité? Comment mesurer la densité dans une ville? Vous me diriez sûrement que dans les institutions, que ce soit l'éducation, le gouvernement ou les promoteurs, la densité est une équation abstraite qui mesure le nombre d'objets par zone, le nombre de personnes par zone, par kilomètre carré. Moi, j'ai envie de revoir cette équation, qu'elle ne soit pas aussi abstraite, et que dans ces quartiers d'immigrés, la densité, se mesure par la quantité d'échanges sociaux par kilomètre carré. Comment est-ce qu'on arrive à visualiser cela? Comment est-ce qu'on arrive à repenser les espaces interstitiels des bâtiments en ayant à l'esprit justement ces échanges sociaux? Et c'est pourquoi les quartiers marginaux dans la zone frontalière Tijuana à San Diego est devenu mon laboratoire, parce que, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt ce soir, ma profession en tant qu'architecte louait Dubaï, Shanghai, etc., et que ces nouvelles capitales devenaient des nouveaux modèles où l'architecture pouvait également expérimenter. Je dirais que dans ces villes, au contraire, on fait appel aux modèles néolibéraux, etc. Or, j'ai l'impression que ces nouvelles villes ne se faisaient que l'écho de l'économie de consommation. Or, je pense que ces communautés marginales dont je vous parle, ne se fondent pas sur la consommation. Non, ce sont des quartiers de production. Et donc, il y a cette confrontation entre consommation et production, et c'est quelque chose qui est très important dans mon travail. Et on voit bien que les procédures qui font que cette pixelisation, ces utilisations alternatives, ces méthodes collaboratives, ont un rôle à jouer. Et il y a justement ces micro-politiques, ces micro-économies, qui se traduisent par des nouveaux logements. Et c'est cela qui est vraiment au centre de mes travaux. On repense la densité, mais on repense également le foncier aux États-Unis. On repense justement tout cela. Et à San Diego, à Tijuana, on a plusieurs projets. Et comme je vous ai parlé justement de ce projet à Tijuana de la maquiladora, alors qu'à San Diego, là, on s'est intéressé plutôt au fichier Excel du promoteur, de l'aménageur. Je ne sais pas comment vous appelez ça en français. Ce serait quoi, le business plan d'un promoteur? En fait, c'est le fichier Excel où le promoteur calcule le temps qu'il a, les ressources, et justement tous ces chiffres qui se trouvent sur ce fichier Excel, nous, en tant qu'architectes et les communautés elles-mêmes, n'ont pas accès à ces informations. Donc moi, ce que je dis, c'est que pour
produire une nouvelle configuration de logement pour qu'il y ait justement une transmission des modes de production vers les communautés, eh bien, nous devons avoir accès à ces chiffres, à ces fichiers Excel. De plus, est-ce que nous pouvons injecter dans ces fichiers Excel la valeur cachée de l'économie informelle, de la collaboration, du travail, du temps? Est-ce que nous pouvons eh bien, justement, faire un parallèle avec ces agences d'intermédiation? Est-ce que nous pouvons faire en sorte qu'il y ait des représentants politiques de ceux que nous ne voyons pas? Donc moi, ce que j'essaie de dire, c'est que nous, architectes, nous pouvons devenir des promoteurs de nos propres travaux. Nous pouvons manipuler la connaissance qui se trouve dans ces fichiers Excel. Nous pouvons justement rendre ces valeurs plus visibles. Nous pouvons justement utiliser ce plan de charge, ce chiffrage du projet pour réorganiser l'agenda social. Alors la question, c'est comment eh bien, inscrire là-dedans, dans ce chiffrage, eh bien, la vie quotidienne de ces deux femmes qui eh bien, utilisent leur logement comme une crèche. Comment eh bien, pouvoir leur donner des subventions. Ce que j'essaye en fait de dire, c'est qu'il y a énormément de pratiques dans les différents logements, des producteurs, des artistes, des directeurs, etc., des directeurs de théâtre. Et donc, en fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que ce chiffrage du propriétaire, eh bien, en fait, peut devenir un instrument pour construire une communauté. Et donc, cela m'amène à comment repenser l'occupation des sols, le zonage. Je suis sûre que c'est pareil ici à Paris, mais il faut savoir que le zonage est vu comme un outil de sanction qui nous permet pas de développer les différentes zones. Je veux que le zonage devienne en fait un outil qui permette une production et ne soit pas vu comme un outil de sanction. Comment repenser le rôle de la communauté pour coproduire le logement? Et je pense que l'un des défis qui va se poser à l'architecture, eh bien, c'est justement comment recalibrer la relation entre les personnes, entre les individus, le collectif et les institutions dans la production de la ville. En effet, moi je vous parle de logements qui, eh bien, surgissent d'une coproduction, de l'utilisation collective de ressources. En effet, ces petites parcelles, eh bien, ces petits lots, ces petites parcelles dans les quartiers que je viens de vous décrire deviennent en fait des systèmes micro-socio-économiques. Ces 12 dernières années, je conduis des projets comme celui-ci. Ils n'ont souvent pas été construits, mais le dernier projet sur lequel nous travaillons va être construit. En effet, au début, on nous a demandé en fait de transformer l'occupation, l'utilisation des sols. En effet, on nous a demandé de trouver une procédure qui permettrait d'avoir un modèle économique différent. Donc, ce que j'essaie de vous dire, ce que je répète en tout cas depuis du oreilles, c'est que nous voulons que les architectes eh bien, dessinent des modèles socio-économiques. Et c'est Et de là provient la nouvelle définition spatiale du logement. Donc voilà un projet sur lequel je travaille à San Isidro. D'ailleurs, je voudrais vous dire que la plupart des projets que je vous montre ce soir sont des projets qui vont faire partie de l'exposition. Et donc, je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous offrir un petit peu le contexte dans lequel ces projets se sont développés. Donc, voici le projet que je fais avec Casa Familiar à San Isidro.
San Isidro est la première ville, communauté d'immigrés à côté de la frontière. Donc, en fait, il s'agit là d'une vieille église, en fait, qui va être transformée en pépinière pour des programmes socio-économiques. Et puis, ils ont acheté un autre lot à côté de l'église sur laquelle eh bien, nous allons construire des pièces à ciel ouvert. Il va y avoir des passerelles, des promenades, des petits jardins communautaires. Et puis, ces salles eh bien, vont bénéficier de l'électricité. Il va également y avoir des cuisines partagées. En fait, ces espaces sont modulables, ont été construits avec l'aide des communautés qui vont y vivre. Et c'est d'ailleurs le premier projet de logement qui va avoir lieu. Et donc, il s'agit là d'un petit immeuble qui va être dédié aux petites familles, aux mères célibataires, aux jeunes couples. En fait, les personnes qui vivent dans ce bâtiment eh bien, vont co-gérer tout un tas de programmes. Et puis, il y a également un duplex qui va abriter donc deux artistes qui vont vouloir collaborer avec ces différentes communautés. Donc ici, l'idée, c'est qu'il y ait vraiment en fait une sorte de troc loyer contre services de projets, développer des projets pédagogiques avec la communauté. Il y a également, comme je l'ai dit, des petits jardins un petit peu partout. Et il va y avoir également des grandes unités de logement pour des grandes familles qui vivent avec leur grand-mère, par exemple, avec là encore des cuisines partagées. Et puis, il va pouvoir y avoir des bâtiments qui vont être à usage mixte. Et donc, il y a toutes ces petites parcelles et puis des logements qui, eh bien, correspondent à des activités socio-économiques informelle. Et donc, il y a ce quartier avec cette église qui est transformée en centre communautaire. Et puis, il va y avoir la gestion de tous ces différents programmes qui vont avoir lieu sur ces différentes parcelles. Donc là encore, très simple. Je suis sûre que ici, à Paris, vous vous dites, mais c'est quoi ce petit projet? Qu'est-ce qu'il essaye de faire? En fait, ce projet peut vous paraître insignifiant, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas quelque chose qui est commun aux États-Unis. En effet, les promoteurs, les aménageurs ont des plans d'occupation très homogènes. Souvent, vous allez trouver un projet qui va comprendre toute une variété d'économies, de logements et qui va être fait de différentes composants. Alors, comment essayer d'avoir quelque chose d'un petit peu plus hétérogène? Comment faire en sorte qu'il y ait une mixité de programmes, une mixité d'économies, tout en permettant aux petites infrastructures, aux petits systèmes de soutenir justement ces logements? Est-ce qu'on peut essayer d'avoir une idée de cette infrastructure à petite échelle? Donc voilà quelque chose qui était très intéressant pour moi, parce que vous savez, en Californie, il y a un très grand étalement urbain et non pas une densité urbaine que vous avez ici à Paris. Donc comment essayer d'avoir justement ces logements, système de logement à petite échelle qui eh bien, va pouvoir donner lieu à une plus grande densité? Donc là encore, ce qui est clé dans ce projet, ce qui est très important dans ce projet, ce n'est pas forcément cette composition, cette juxtaposition des différentes économies, mais c'est le fait qu'il y a justement ce côté associatif. Il y a plusieurs associations, plusieurs communautés qui vont bien travailler ensemble. Et justement, ce qui est important, c'est d'avoir cette agence pour anticiper les relations socio-économiques. C'est quelque chose que Nicolas Bourriaud, ici à Paris, a déjà fait. Et pour moi, en tant qu'architecte, ce paradigme de la relation à l'esthétique eh bien, prend sens lorsqu'on parle de l'infrastructure, lorsqu'on parle des nouveaux modèles de participation et lorsqu'on parle d'espaces qui arrivent à anticiper l'activité qui va y arriver et surtout quelque chose qui soit durable. Il n'y a pas seulement cette relation à l'esthétique que l'on voit, dont on parle dans l'art, des communautés qui
arrive à travailler ensemble et puis ensuite qui disparaît. Non, il y a cette histoire de pérennité qui est très importante dans mon travail. Et j'aimerais conclure avec deux anecdotes qui décrivent justement comment ces projets m'ont aidé à repenser la région. Et je pense que c'est pourquoi Marie-Hélène m'a demandé de venir aujourd'hui. Donc je m'intéresse pas seulement à cette échelle, cette petite échelle des communautés à côté des frontières. Moi, ce qui m'intéresse également, c'est comment on passe de cette spécificité à, on arrive à penser la région et pourquoi pas le monde. En effet, je me suis rendu compte que San Diego, cette frontière San Diego-Tijuana, se trouve sur le même couloir qu'un autre checkpoint, Melilla et Ceuta, qui est vraiment la frontière entre le Maghreb et l'Europe, et puis la frontière israélo-palestinienne. Et là, vous voyez ce couloir du conflit entre le 30e et le 35e parallèle, et ce que j'appelle l'équateur politique. À un moment donné, dans mes recherches, je me suis rendu compte que cette frontière post-11 septembre, a divisé l'hémisphère, là encore. En effet, il y a ce que le Pentagone a appelé la division entre le fossé non intégré, donc c'est-à-dire là où il y a justement tout ce qui est dysfonctionnement du sud, d'où un flux de migration s'immisçait dans le nord, les pays de l'hémisphère nord et notamment les pays de l'OTAN. Et d'ailleurs, les statistiques sont tout à fait parlantes. Si on devait rassembler tous les migrants qui passent par cette frontière, ces immigrants deviendraient la 4e nation la plus grande au monde. Donc ce fossé de non-intégration va du bas vers le haut. Et puis, au nord, on a ce qu'on appelle le cœur, le cœur qui fonctionne. Et donc, même si ces catégories sont appelées différemment, ou même si elles sont malheureusement perpétuées, même s'il y a une division entre pauvreté et richesse, on voit qu'il y a de plus en plus de résonance. Et donc, il était essentiel pour moi de me rendre compte que on a des migrants qui qui passent de ce fossé de non-intégration vers ce cœur qui fonctionne, alors que, justement, ce centre qui fonctionne, commence à, bouger et à essayer de trouver une main-d'œuvre peu onéreuse qui est formée par ces migrants du fossé de non-intégration. En effet, on a les pays du Nord qui vont vers l'Amérique latine, vers l'Asie pour trouver des main-d'œuvre pas chères. Donc, là encore, vous avez des personnes qui vont dans un sens, les biens et les services qui vont dans l'autre. Et donc, j'ai trouvé qu'il y avait un vrai parallèle avec mes travaux et j'ai voulu amplifier le fait qu'un grand nombre d'entre nous, devions passer de l'autre côté. On doit être plus engagés. Car c'est ainsi que nous pouvons réimaginer une dimension globale dans des endroits, dans des points chauds de la sorte. Je parle encore de l'équateur politique. On peut juxtaposer l'équateur climatique. C'était tout à fait clair, je crois, au travers de l'histoire. Les architectes, aujourd'hui, nous les architectes, nous avons besoin de nous engager. Monsieur Fuller nous l'a rappelé, d'ailleurs, il y a plusieurs décennies de cela. Nous devons faire en sorte que les conversations à propos du développement durable du monde devraient commencer aujourd'hui par une meilleure compréhension des conflits entre les différentes zones géopolitiques. Les communautés marginalisées, nous devons les comprendre. Et nous devons comprendre également que l'équation comporte aussi les ressources naturelles. C'est une triangulation de choses qui sont critiques aujourd'hui. Je crois que les politiques doivent s'en inspirer. Donc j'ai commencé à produire ce que j'appelle
j'ai appelé les réunions sur l'équateur politique. Ça m'a intéressé d'être l'instigateur de nouvelles conversations, justement, qui avaient lieu à ces points frontières entre Tijuana et San Diego, pour pouvoir faire intervenir plus avant les deux communautés aux côtés desquelles je suis intervenue. J'ai ralenti un petit peu par rapport à mon rythme habituel. Je voulais être sûre d'être bien compris et je voulais être sûre aussi que les interprètes pouvaient me comprendre et suivre mon rythme. Alors, vous voyez là un certain nombre de visuels que je vous présente ce soir et qui, justement, émanent de ces deux zones. Vous voyez au nord, la partie nord, c'est la première zone d'immigration aux États-Unis. Et en sud, vous voyez le Lares Canyon, qui est un bidonville avec 85 000 personnes qui vont s'écraser littéralement contre la frontière. Et entre ces deux quartiers, il y a l'estuaire de la Tijuana. C'est une zone de protection de l'environnement qui est très importante pour le système écologique et pour la préservation de ce système écologique. Un véritable corridor qui a été ensuite militarisé suite aux attentats du 11 septembre. Donc, nous avons fait un zoom sur cette zone et c'est justement là qu'ont lieu ces grandes conférences sur l'équateur politique. On commence à voir effectivement la frontière. On voit le bidonville s'écraser littéralement contre cette frontière et puis on voit ce qui se passe de l'autre côté, c'est-à-dire aux États-Unis, au nord. On voit qu'il y a un certain nombre de talus qui ont été construits par la protection civile pour contenir le flux venu d'Amérique du Sud. Donc, on voit que c'est comme un tsunami. On voit effectivement ce bidonville qui s'écrase contre les frontières. Et puis, on voit l'estuaire de cette rivière, la zone protégée, la zone écologique. Donc, je crois que c'est tout à fait spécifique. On voit le contraste frappant. Et je crois que vous avez le même type de problème ici, dans ce pays et partout d'ailleurs. On voit qu'il y a une collision entre le secteur informel, la militarisation, et puis ensuite de cela, le système écologique qui fait l'objet de mesures de protection particulières. Donc, j'ai voulu voir un peu qui étaient les acteurs de la protection civile qui ont construit une nouvelle infrastructure, un nouveau mur au cours des dernières années. Je suis allée voir également dans les bidonvilles ce qui se passait juste à quelques mètres de là. Et puis, je me suis également déplacée sur la zone de l'estuaire. Voilà, c'est ces trois parties que j'ai décidé de faire communiquer. Il y a donc la partie entre l'estuaire et le bidonville. À chaque fois qu'il pleut, pendant la saison des pluies, il faut savoir que le bidonville est surélevé par rapport à l'estuaire. Eh bien, il faut savoir qu'il y a des déchets qui sont déchargés justement dans cette zone de protection de l'environnement. Donc, c'est tout à fait étrange. On voit effectivement des déchets qui sont importés à Tijuana et qui, d'une certaine façon, reviennent aux États-Unis et qui sont déversés en aval. Donc, l'équateur politique est un projet qui fait intervenir le conflit territorial en tant qu'outil organisant les débats. Il y a un certain nombre de ces conférences qui se sont tenues et sont intéressantes puisqu'elles font venir le public, les politiques, les artistes, les universitaires. Elles font intervenir les différentes communautés, la collectivité. Tout le monde participe à une nouvelle conversation d'un type nouveau au sein même de la géographie elle-même. Il ne s'agit pas d'un auditorium. Il est plus intéressant d'organiser sur le terrain ces conversations et ces réunions dans le contexte des conditions de crise les plus pressantes sur le territoire pour être entouré justement du drame même, des tragédies qui nous entourent pour que cela s'incruste dans l'esprit des gens. Donc, il y a un certain nombre de projets qui dépendent de négociations avec un certain nombre d'institutions qui ont le pouvoir. Donc, la Homeland Security, la protection civile, nous a donné une autorisation spéciale pour installer un chapiteau localement pour justement abriter ces conversations. Nous avons invité Sergio Fajardo, maire de Medellín, les deux maires de Santiago et de Tijuana, un représentant également de San Isidro, des professeurs d'université, des représentants des bidonvilles, enfin des gens qui venaient bien entendu des deux côtés de la frontière, également des représentants de la sphère écologiste. Et ensuite, à côté du mur, nous avons produit toutes sortes de projets qui ont eu l'appui et qui ont eu le soutien de maquettes. On a pu visualiser ainsi ces projets parce que c'est très rare que les gens qui vivent dans cet environnement puissent voir d'en haut le territoire et puissent comprendre ce qui s'y joue, les institutions, les conditions de nos interventions, etc. Donc, l'un des aspects de ce projet a été de voir comment nous pouvions intervenir dans le débat. Comme je crois l'avoir expliqué aujourd'hui, nous avons organisé toute une série de conversations
conversations qui, sur le plan tactique, politique, avaient été réglées sur mesure pour faire intervenir les différentes parties prenantes à ce type de conflit. Suite à ces débats, les autorités américaines de protection civile nous ont autorisé, nous ont donné un permis, et c'est tout à fait inédit, un permis pour transformer une installation de drainage en corridor d'entrée de Tijuana du nord vers le sud. Cette fois, c'était du nord vers le sud. D'habitude, le flux va en sens contraire. Pour que les gens qui venaient à ces manifestations puissent avoir un passeport pour pouvoir traverser la frontière officiellement dans l'autre sens. Donc, on nous a accordé une autorisation, un permis pendant 24 heures pour transformer ce passage, cette zone d'irrigation ou de drainage, en checkpoint officieux, non officiel. Et on savait que c'est côté mexicain qu'on allait attendre nos passeports pour y apposer un visa. Donc, vous voyez le nouveau mur qui a été construit, qui interrompt le canyon et le flux, l'écoulement de l'eau. Et là, il faut savoir que j'ai une caméra sur la tête, et c'est pour ça que c'est un petit peu chaotique. On voit donc, c'est un petit peu en accéléré, on est en train de traverser directement la frontière par cette canalisation. Et juste en bas de cette canalisation, on voit que les Mexicains vont apposer un visa sur notre passeport. Et puis, à gauche, on voit des égouts qui s'écoulent du bidonville, et c'est une zone qui est polluée et contaminée. Donc, voilà les interventions que nous avons lancées. Et ces interventions doivent être des petits chevaux de Troie, des petits outils politiques qui doivent nous permettre justement de battre en brèche la stupidité de certains mécanismes institutionnels qui ont mené à ces situations absurdes. Il y a cette collision entre la zone militaire, politique, d'une part, les bidonvilles d'autre part, et ensuite les zones protégées sur le plan environnemental. Ce n'est qu'en réconciliant tout cela qu'on pourrait mettre en place des politiques qui pourraient être partagées par les deux villes. Donc, en fin de compte, le but de ce projet, c'était de dire, eh bien, les autorités ont construit effectivement ce mur pour des raisons de sécurité, mais on peut se dire que ce mur de séparation, c'est justement le symbole de l'insécurité sur le plan environnemental et sur le plan socio-économique. Le but de ce projet, en partie, c'était justement de rendre cela visible. Donc, il y a cette relation, cette négociation entre différentes institutions qui doit se faire jour et qui est mobilisée par des questions qui préoccupent, des controverses. On peut réimaginer la citoyenneté, je crois, à cette aune. Et c'était tout à fait fondamental pour mon travail. Est-ce que nous pouvons vraiment penser citoyenneté au-delà de l'État-nation, et surtout dans des zones frontalières comme celle-là? Est-ce qu'on peut réimaginer ce concept? Est-ce qu'on peut essayer de comprendre non seulement les différentes politiques individuelles qui sont menées, mais est-ce qu'on peut aussi commencer à mettre en place une nouvelle forme de politique en faisant participer les uns et les autres dans le partage d'intérêts communs? Ça n'est que là que l'on va pouvoir façonner une citoyenneté transfrontalière. C'est l'idée en filigrane de mon travail. J'ai été tout à fait inspirée par Chantal Mouffe, philosophe, politicienne, qui nous a rappelé également il y a quelque temps que l'espace public, ou l'idée que nous nous faisons de l'espace public, c'est d'avoir une sorte de champ de bataille où l'hégémonie, le pouvoir institutionnel, politique, économique et social peut être visualisé et auquel on peut se frotter, se confronter. Il y a un modèle antagoniste, un nouveau type de confrontation ou de confrontation qui peut réaménager le partage du pouvoir autour des institutions. Donc, il y a ce qui est visible et ce qui est invisible. Il faut comprendre l'art et l'architecture comme étant un outil cognitif pour avoir accès à la complexité. Je crois que c'est une philosophie fondamentale pour mon travail. Marie-Hélène, est-ce que nous avons encore un petit peu de temps? J'ai encore un élément à présenter. Est-ce que je suis dans les temps? Je ne devrais même pas demander la permission, mais je ne veux pas vous ennuyer non plus. Quelle heure est-il? 8h25. Bon, ça fait déjà 1h20 environ que je parle. Bon, simplement, ce sera simplement en guise de conclusion, parce qu'il serait bon de vous tenir au courant des dernières tendances. Et d'ailleurs, pour moi, ça a été une prémisse tout à fait importante. Il s'agit d'un projet qui m'a permis de traduire n'est pas le mot, de transposer plutôt certaines de ces idées, certains de ces concepts
en une autre idée de la ville mondiale. Alors, il faut savoir que je suis professeur et j'oscille entre l'architecture et l'urbanisme, entre l'art et l'espace public, refaçonner le rôle de l'artiste pour refaçonner l'espace public. J'ai été invitée dans plusieurs villes pour me lancer dans des biennales pour redéfinir le rôle des artistes. Il y a un projet que j'ai fait qui s'appelle Conversation sur la coexistence. Il y a cette notion de l'espace transfrontalier. Encore une fois, aujourd'hui, il faut réimaginer l'espace transfrontalier et pour cela, il faut repenser les conditions d'interdépendance et de coexistence. Ce projet a eu lieu dans la ville de Anyang, en Corée du Sud. C'est une ville qui est à côté de Séoul. Là, je suis avec le maire de la ville au 23e étage d'une tour dans la ville et il y a le responsable du projet qui est à mes côtés. Je regarde par la fenêtre et je vois toute une série de maisons qui sont sur les collines et qui me rappellent un petit peu le paysage californien. Vous vous souvenez, les pavillons, les maisons individuelles qu'on retrouve dans le même type d'environnement, mais en me rapprochant un petit peu de la fenêtre, je regarde de plus près et je m'aperçois qu'en fait, il s'agit tout simplement de la partie supérieure de grands ensembles, tout à fait homogénéisés. C'est une sorte de gated community typique dans ce type d'environnement. Donc, je vois ça en me rapprochant. Alors, je me suis dit, mais c'est pas possible, je viens de la capitale du mitage, de l'étalement urbain, du summum de l'homogénéité, et je m'aperçois que finalement, je retrouve la même chose ici. C'est la même chose ici, sauf que c'est vertical cette fois. C'est presque de l'étalement vertical au lieu de l'étalement horizontal, du mitage horizontal, si on peut dire. Donc, il s'agit de privatisation, d'exclusion, de déplacement. Voilà ce dont il est question. Alors, ce sont de nouvelles villes, comme on les appelle, les villes nouvelles, que l'on est en train de construire partout en Asie. Et là, le gouvernement, avec les promoteurs immobiliers, ont démoli les anciens quartiers qui, pourtant, regorgent de richesses, sont très intéressants pour pouvoir construire, justement, ces nouvelles villes ou ces villes nouvelles. Et lorsque j'y étais, le quartier que vous voyez ici allait être détruit justement pour construire ça, ce que vous voyez ici. Ça, c'est le paradigme dominant dans le monde entier, la destruction de l'ancien pour installer le nouveau. On élimine la différence, l'hétérogénéité, la diversité, les identités plurielles dans de nombreux environnements pour pouvoir construire ce que j'appellerais un projet extrêmement homogène. Et on neutralise complètement, on réduit à néant les activités locales. On essaie de créer cette sorte d'harmonie des paysages par l'uniformisation. Donc, j'ai décidé de parler du conflit qui existe également entre la dimension verticale et horizontale. Et j'ai compris qu'en tant qu'architecte, nous n'avions pas vraiment étudié la chose de manière très créative. Il faut anticiper ces histoires de densité. Il faut bien entendu préserver ces quartiers, mais pas seulement, parce qu'il faut aussi pouvoir les transformer, les adapter. Mais quelles sont les logiques qui doivent présider à ce travail d'aménagement pour pouvoir permettre justement que l'on tisse, que l'on aménage le tissu urbain. Alors, voilà un projet où j'ai proposé la construction de modèles physiques aux chefs de projet dans 5 des quartiers qui allaient être démolis par les autorités publiques. Je peux vous en parler ici parce que je suis ici à Paris. Mais vous savez d'où est venue l'inspiration? Eh bien, l'inspiration m'est venue lorsque je me suis rendue dans un musée parisien, dans le musée du Marais, il y a très longtemps, et j'ai compris qu'il y avait des modèles de quartiers qui avaient été démolis, des maquettes, en fait, qui étaient présentées, des quartiers qui avaient été démolis au 19e siècle. Et c'était intéressant de voir qu'il y avait des preuves physiques de ces anciens quartiers, que ces maquettes physiques. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas construire des maquettes de ces quartiers simplement pour garder la preuve de ce qui sera un jour réduit à néant et aplati complètement si la ville de Anyang décide un jour de construire un musée de la ville, peut-être ces maquettes figureront-elles dans les collections du musée. Donc c'est à des fins d'archivage qu'on l'utiliserait, mais la maquette en tant que telle peut être utilisée comme un outil de médiation pour susciter des débats et des conversations parmi les différentes entités, institutions, parties prenantes qui justement ont partie liée à ce conflit du logement. Donc j'ai utilisé effectivement
cette idée de construire des maquettes très réalistes faites par des enfants, par des étudiants dans des écoles d'architectes, par des militants également qui ont mis la main à la pâte. Donc l'idée, c'était de construire ces maquettes. Et en construisant ces maquettes, nous avons pu entrer dans des conversations avec toutes sortes de personnes. Ensuite, ces maquettes ont circulé dans l'ensemble de la ville, le gouvernement, le promoteur immobilier, les militants ont fait des vidéos, ont tiré également des vidéos et des conversations de ce projet. Donc, je l'ai dit, c'était des maquettes tout à fait réalistes qui ont été ainsi produites, et puis des réalisations vidéo très parlantes, avec des images très frappantes de ce qui se passe lorsque les bulldozers arrivent, et puis d'un jour à l'autre démolissent et anéantissent complètement un quartier pour construire un projet tout à fait étrange. Alors, autre projet que nous avons également monté, nous avons également présenté toutes sortes de projets et d'activités d'un type nouveau, montrant un entrepreneuriat d'un type nouveau qui sont systématiquement ignorés par les autorités. Voilà par exemple des toits qui sont aménagés, qui sont végétalisés avec cet exploitant, enfin de légumes, de choux, on voit qui sont... Vous voyez donc qu'il y a eu cette construction de maquettes, ces conversations, toutes choses qui prouvent que l'économie informelle et les pratiques organisationnelles sociales qui sont à l'œuvre dans ces quartiers ne sont jamais comprises ni par les promoteurs immobiliers ni par les autorités. Et ce sont des quartiers qui sont acteurs de leur vie, de leurs activités. Voilà l'histoire d'une personne qui a décidé d'aménager un espace de jeu dans une allée un petit peu désertée, qui n'était pas utilisée du tout. Voilà des pratiques qui sont informelles et qui sont très nombreuses en Corée, mais qui ne sont pas du tout reconnues ou visibles. Donc, ce sont des conditions qui sont mal connues. La construction de ces maquettes et les conversations ont aidé à prendre conscience de l'existence de ces pratiques. Un langage politique a pu émerger pour amplifier ces pratiques et pour en apporter la preuve. Ce que je veux dire, c'est que même les militants en tant que tels, même les activistes, ils ont tendance à se précipiter pour protester, mais n'identifient pas pour autant nécessairement toujours les pratiques qui sont à l'œuvre dans ces environnements. Ils ont besoin d'y être sensibilisés. On a besoin d'outils pour transformer les politiques d'en haut dans des résultats concrets à la base. Donc, nous avons apporté donc tous ces projets aux maires, aux promoteurs immobiliers, aux autorités religieuses, y compris, c'est l'épicentre de l'autorité dans ce pays, pour pouvoir définir un certain nombre de protocoles nouveaux pour mettre en avant la dimension opérationnelle de la participation. Ce que je veux vous dire, c'est que, en ce qui concerne l'art et l'architecture, la participation est certes importante, mais nous avons tendance à banaliser la chose, parce qu'en tant qu'artiste, parfois, ce que nous faisons, c'est amplifier uniquement la nature symbolique de la participation et jamais sa dimension véritablement fonctionnelle. On veut vraiment que les communautés fassent partie de cette transformation. Donc, à la fin de ce projet, il y a une sorte de projet qui a été lancé, une sorte de charte des droits pour les habitants de ce quartier. Et c'est une langue qui était utilisée, un jargon. Il fallait qu'il y ait le droit pour permettre la coexistence de différentes communautés. Il fallait que le quartier puisse croître de manière incrémentielle à différents rythmes de croissance. Il fallait avoir le droit également de partager les bénéfices de l'urbanisation en permettant des modes de développement locaux, etc. Une véritable charte, une véritable constitution qui devait conduire à une démocratisation du développement urbain. L'idée étant de créer de nouveaux points d'accès pour que les communautés, la collectivité participent, pas juste aux avantages de la valeur supérieure apportée par l'urbanisation, mais pour pouvoir produire de nouvelles formes d'urbanisation et d'infrastructures. En tant qu'architecte, j'ai compris que nous devions être les médiateurs du transfert de la connaissance, de l'intelligence créative jusqu'aux institutions et vice-versa. Je terminerai sur ces quelques photos en vous disant
que, d'après moi, ce projet vise à une urbanisation plus inclusive, à une justice plus grande, plus égalitaire. Et je crois que c'est un processus qui est déjà à l'œuvre en Amérique latine. J'en ai parlé précédemment. Aujourd'hui, nous trouvons des exemples comme celui de Porto Alegre au Brésil, où le maire de Porto Alegre, à la fin des années 1960, début des années 1970, a inventé ce qu'on appelle des budgets participatifs qui permettent aux collectivités de participer à la distribution du budget municipal pour les infrastructures. Il y a l'exemple du Brésil aussi, où Jimmy Lerner, le maire de cette municipalité, a commencé à mettre en place un système municipal de transformation en adaptant le système existant plutôt qu'en transposant ou en créant un nouveau système de transport. C'est un projet extraordinaire de transport qui a été mis en place et qui est ensuite reproduit et amélioré d'ailleurs dans la ville de Bogota en Colombie. Atalas Mockus, l'ancien maire de Bogota, a commencé à encourager une culture de la citoyenneté. D'après lui, aucune transformation ne peut se faire si on n'intervient pas d'abord sur les normes sociales. Donc, c'est la production d'une culture de la citoyenneté qui est prête à investir dans les infrastructures et dans la nouvelle participation des publics. C'est ce genre de choses qui, plus tard, a mené le nouveau maire de Bogota à produire ce nouveau système de transport sur la base de l'ancien. Donc, vous le connaissez déjà, on a élevé une plateforme. En fait, on a produit une sorte de ligne de métro, un système de métro en surface ou de aérien, parce qu'ils n'avaient tout simplement pas l'argent de faire le métro souterrain. Donc, on a élevé les trottoirs avec des systèmes qui forçaient les gens à acheter leurs billets à l'avance. On a produit une relation très sophistiquée entre les zones réservées aux piétons, aux bus ou aux vélos. À Bogota, il y a un réseau très important de promenades pédestres et de corridors réservés aux vélos. Ça n'est pas fait comme on le ferait aux États-Unis. C'est fait dans les zones les plus marginalisées de la ville, ce qui ne serait pas le cas aux États-Unis. Et ce projet est amplifié encore par un des architectes qui, d'ailleurs, sera là, participera à réenchanter le monde, Juan Carlos Massanti, qui sera là aussi à cette exposition. Mais ce qui est important, c'est ce projet, bien sûr, mais il faut savoir que Medellín, en tant que ville de Colombie, est devenu l'exemple le plus extraordinaire de cette transformation impulsée par le politique. Le gouvernement de Medellín, plus que partout au monde, a su créer de la synergie, a su apporter une nouvelle forme de collaboration entre la philanthropie civique, les classes industrielles, laborieuses, les industriels, et les universités et les institutions de la culture. On a investi de manière absolument incroyable dans les zones les plus défavorisées de la ville de Medellín, pour pouvoir, en tant que société, se confronter aux inégalités socio-économiques. Vous pouvez imaginer ce qui s'est passé à Medellín à la fin des années 1980, début des années 1990. Cette ville était parmi les plus dangereuses au monde. Alors, comment est-ce que Medellín, en tant que ville, a pu se transformer pour passer de la ville la plus dangereuse du monde au statut de ville la plus emblématique sur le plan de la transformation urbaine dans la planète? Il y aura le forum urbain la semaine prochaine qui sera organisé justement dans cette ville de Medellín. Donc, ces modèles de transformation sont intéressants. Les gouvernements investissent dans des systèmes de transport associant le métro de la ville au système de tramway ou au système d'autres systèmes de transport, comme vous le voyez. On imbrique tout cela dans l'urbanisation. On comprend que l'urbanisation, que l'espace public a besoin d'être beaucoup plus motivé par les droits des citoyens. L'un des concepts les plus extraordinaires issus de ce processus, c'est une réimagination, un refaçonnage de l'espace public par le gouvernement et par les citoyens de Medellín. Le but, ce n'est pas une esthétisation du lieu. Il faut que l'espace public soit un lieu de connaissance et d'éducation.
C'était là la prémisse pour la politique de Medellín. On disait l'espace public éduque. L'espace public doit se voir injecter des protocoles, des programmes bien particuliers. La mobilité piétonne au sein des bidonvilles, c'était un autre projet. Je crois qu'il s'agit là de certains des modèles les plus fondamentaux de l'urbanisation, de la justice sociale. Alors, j'ai entamé ce projet en collaborant avec l'ancien maire de Medellín et un ancien urbaniste aussi, M. Fajardo, qui avait été chargé de ce plan de transformation de la ville. Donc j'ai voulu me lancer dans un projet au cours de cette dernière année qui permettrait une visualisation de ce processus politique. Parce que ce que j'ai compris, c'est que les institutions ont tendance à mettre l'accent sur les objets architecturaux, mais pas sur la complexité de ces processus, et qui sont sociopolitiques par nature et également économiques, toujours par nature. Sergio Fajardo a dit, ce qui s'est passé à Medellín, ce n'est pas un projet d'architecture, c'est avant tout un projet de nature politique. Donc, je suis allée dans cette ville et ça, c'est mon cahier d'ailleurs. J'ai mené des entretiens avec une trentaine de personnes, des travailleurs sociaux jusqu'au maire de la ville, qui avait une influence très importante en matière de transformation de la ville. Et j'ai commencé à collecter toutes sortes de concepts auprès de ces personnes, toutes sortes d'anecdotes, d'histoires, de souvenirs, de réorganisation politique et institutionnelle, et pour essayer d'identifier, de repérer des stratégies bien particulières qui pourraient être reproduites à Tijuana, San Diego. Et c'est à partir de là, en m'inspirant de cela, de cet exemple, que j'ai commencé à dessiner, à coucher quelque chose noir sur blanc. Bien entendu, il s'agit de quelque chose qui est toujours en cours, et ce sera présenté lors du forum à Medellín la semaine prochaine et plus tard à Los Angeles. Donc, il y a des petits croquis comme celui-là que j'ai réalisé. Là, il y a Medellín qui a pu en fait rassembler des choses qui étaient fragmentées et segmentées autrefois, des politiques, des mesures pour pouvoir consolider le contenu pour qu'une vision apparaisse et qu'elle soit ensuite consolidée pour être redistribuée, rediffusée auprès de ceux qui sont marginalisés. Simultanément, il y a un double mouvement qui se fait. Il y a à la fois centralisation et décentralisation de la connaissance et des ressources, des institutions et des mécanismes qui existent sur le terrain. Autre chose, quand on regarde ce bâtiment, par exemple, c'est peut-être un beau bâtiment ou pas, peu importe ses qualités esthétiques, mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que de nombreux parcs de ce type sont soutenus par toute une série d'entités, qu'elles soient publiques, qu'elles soient privées, qu'elles soient à la fois publiques et privées, ou qu'elles soient parfois uniquement sociales. Il y a beaucoup de ces agences qui collaborent d'ores et déjà et qui se déplacent sur l'échiquier pour soutenir de nombreux espaces de ce type. C'est ce que Medellín faisait. Ce que Medellín faisait en top-down, eh bien, c'est exactement ce que les skaters faisaient à San Diego. Donc, ils décidaient de l'usage qui devait être réservé à l'espace physique, mais ils décidaient également du système de gestion, des protocoles qui devait présider à l'usage de ce lieu qui pouvait assurer la pérennité des usages socialement, économiquement, financièrement avec les collectivités. C'est un modèle très sophistiqué pour établir une synergie entre ces différents apports. Il y a un bâtiment qui a été ouvert récemment, je ne sais plus où, en Écosse, et le jour où a ouvert le bâtiment, il a dû fermer. C'était un centre culturel, je ne sais plus exactement ce que c'était. C'est le jour de son inauguration qu'il a fallu fermer ce bâtiment, tout simplement parce qu'il n'avait tout simplement pas réfléchi au financement de la programmation qui pouvait permettre à cet endroit de vivre de ce programme. C'est très important. Il y a l'architecture, mais il faut aussi penser au système de la pérennité socio-économique et de la participation qui fera justement de ce lieu un lieu pérenne et durable. Voilà, je crois que j'en ai terminé. Il y avait d'autres questions. Je voulais vous présenter, par exemple, ce schéma qui continue à croître. Je voulais vous parler du contexte, des processus qui sont à l'œuvre, des questions de médiation qui sont importantes, toutes ces questions de médiation, la relation entre les militants de terrain, les universitaires, les politiques, repenser les infrastructures, repenser le tissu urbain. Mais je continue à élaborer ces concepts. Il y a un projet plus récent qui m'intéresse et de nombreux architectes pourraient également coopérer pour pouvoir assurer la visualisation
l'observation de ces processus politiques d'aujourd'hui, c'est de là que nous pouvons tirer de nouvelles pratiques qui peuvent nous aider à réimaginer, à refaçonner, à relancer ce que j'ai appelé l'imagination civique aujourd'hui. Merci beaucoup.